Bienvenue sur ce plateau de Business Inside. C'est un espace qui est dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, parce qu'elle est souvent passionnante, mais qu'ils nous disent aussi où ils veulent aller. Alors, maintenant, nous allons parler avec Dalila Guillot, qui est coach. C'est ça votre métier? Exactement. Coach, avec une entreprise que vous avez créée, mais dont vous êtes l'animatrice et celle qui porte ce projet ETF Coaching, enthousiasme ton futur. C'est à la fois enthousiasmant, optimiste, un peu vague. C'est ce qui caractérise mon métier aujourd'hui, l'enthousiasme. Pourquoi je le fais? C'est parce que je souhaite créer de l'enchantement. Et souvent, on a une mauvaise interprétation de ce qu'est le coaching. Oui. Alors, le coaching, c'est un terme qui englobe énormément de choses. C'est très à la mode. Plus on est en période de crise, plus le climat est anxiogène, plus on se dit on a besoin d'un coach. Exactement. Qu'est-ce que vous mettez, vous, sous le terme coaching, et qu'est-ce que vous essayez de faire passer? Le coaching, pour moi, c'est un accompagnement avant tout. C'est une façon de mettre en mouvement les gens, les personnes, les groupes, les entreprises, les organisations, pour qu'elles puissent se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Et on n'a pas besoin, en fait, d'attendre d'aller mal pour faire appel à un coach. Justement, quand on va bien et qu'on fait appel à un coach, on continue à aller de l'avant. Et tout l'intérêt, c'est de continuer à aller de l'avant dans la vie. Donc, on vient vous chercher, on vous appelle. Oui. Avec une raison très précise, avec un questionnement très précis, ou on vous appelle parce que, comme on appellerait un médecin, je vais mal, docteur, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de dire, ça dépend des clients. J'ai un vaste portefeuille de clients. Il y a des clients qui se sont déjà fait accompagner, d'autres pas. Il y en a d'autres qui savent ce qu'est le coaching, d'autres pas. Donc il y a des personnes qui connaissent en fait la problématique qui est la leur et qui viennent me chercher pour les accompagner. Et d'autres, ils ont une intuition, un ressenti. Ils ont le sentiment qu'ils ne pourront pas avancer seuls, qu'ils ont besoin d'une aide externe, mais ils sont dans l'incapacité en fait de définir la problématique. Et tout l'intérêt est là de faire appel à un coach, parce qu'avant même de les accompagner, c'est de les questionner pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou ce qui doit se développer davantage. Donc vous allez faire le diagnostic avec lui. Exactement. Comment on devient coach? Vous n'êtes pas né coach? Écoutez, j'ai bien envie de vous dire oui, finalement. Ah ouais? J'ai toujours eu un coach qui sommeillait en moi. Je le dis à chaque fois qu'on me demande pourquoi je fais ce métier. Mais évidemment, je n'ai pas commencé, ça n'a pas été mon premier métier. J'ai eu une formation académique comme la plupart de mes collègues, de mes amis, des gens que je connais. Et j'ai eu d'autres métiers dans l'industrie, dans des grands groupes agroalimentaires, notamment des PME, des coopératives. Et là, en fait, je me suis aperçue que l'humain, c'était quelque chose qui me parlait, que j'aimais fondamentalement l'humain. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de permettre à chacun de donner un sens à ce qu'il faisait en entreprise. Et donc, je me suis intéressée à ce métier qui existait. J'ai su qu'il existait, donc j'ai voulu en faire mon métier. Je me suis formée auprès des plus grands du marché, comme Alain Quérol, par exemple, ou Jim Collins, par exemple, qui est spécialiste de l'accompagnement au changement dans les entreprises. Et en fait, ils m'ont donné envie. Voilà, j'ai découvert finalement que c'était une réelle motivation pour moi de pouvoir comprendre et de pouvoir accompagner. Le coaching, vous êtes à la frontière ou au croisement, le conseil en management, oui. La cure psychanalyse. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, le conseil, je ne conseille rarement. Ouais. Dans la mesure Donc il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de technique. Le métier, vous le prenez tel qu'il est. C'est-à-dire que mes clients ont une technicité métier, ils ont leurs propres compétences. Ça, vous respectez vous? Ça, je respecte. Mais il faut qu'ils l'assument. Il faut qu'ils l'assument. C'est ça. Donc, on parle c'est là que vous intervenez. Exactement. Ouais. Là, on parle de posture. Ouais. Et donc la posture, elle intervient à différents niveaux en fonction de la personne. Ça peut être un dirigeant d'entreprise. Souvent, mes clients, ce sont des dirigeants d'entreprise ou des membres de leur équipe. Et donc cette posture-là, elle intervient à différents niveaux. Ça peut être des personnes qui n'ont pas confiance en elles. On les aide finalement à nourrir cette confiance pour qu'ils puissent assumer leur stratégie, leurs décisions, qu'ils puissent mieux accompagner leurs équipes. Il y a des personnes avec qui on va travailler sur ce qu'on appelle l'assertivité, ce mot barbare, qui veut dire... L'assertivité. L'assertivité. C'est quoi? C'est la soumission ou à l'influence? C'est quoi? C'est le parler juste. C'est je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, sans fuite, sans manipulation, sans agressivité. Ouais. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ouais. Ça peut être aussi très politique aussi, de ne pas forcément dire exactement ce qu'on pense. En fait, je dirais que l'assertivité n'est pas forcément de ne pas avoir une certaine forme de manipulation tactique. D'accord ? C'est-à-dire que parfois, il est intelligent, voire judicieux, de soit botter en touche, comme on dit familièrement, ou soit
d'user de communication tactique pour arriver à ses fins. Le tout... Contourner l'obstacle. Exactement. La situation est épouvantable actuellement. Oui. Pour le moral des troupes. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'entreprise. Pas seulement dans l'entreprise, dans l'entourage familial. Comment vous la jugez et comment on s'en sort de ça? Je suppose que vous parlez de la pandémie actuelle. Oui, bien sûr. Et puis de ses conséquences, et des décisions qui ont été prises, qui ont cassé les liens sociaux. Exactement. Quand j'observe ça, je me dis que c'est un autre bouleversement qui nous tombe sur la tête. Et en même temps, quand on observe tous les bouleversements qu'il y a eu à l'échelle de l'humanité, il y en a eu plein en fait. Donc les changements ont toujours existé. Et ils ont souvent été salutaires. Positifs. Exactement. Ce qui caractérise en fait la pandémie actuelle, vue de ma fenêtre, de mes propres observations par rapport à d'autres changements qu'on a pu observer dans la vie, c'est que c'est soudain, c'est global, avec des effets quasiment immédiats. Quand il y a eu le premier confinement, il y a eu une telle sidération émotionnelle. On n'a même pas réfléchi. Exactement. Le télétravail, par exemple, a été mis du jour au lendemain. Les arrêts administratifs ont été posés du jour au lendemain. Des personnes dans nos entourages sont tombées malades du jour au lendemain. Et donc, il y a cette immédiateté qui entraîne une inertie, qui sidère les gens. Et on se sent tout d'un coup vulnérable. Si je prends, par exemple, d'autres crises qui coexistent avec la pandémie actuelle, que sont par exemple la crise écologique, la crise numérique, on en parle peu. La mutation. Voilà. Et en même temps, ces deux crises-là, ne serait-ce que ces deux-là, peuvent créer des dégâts bien plus grands que la pandémie actuelle dans plusieurs générations. On n'y fait pas attention parce que ce n'est pas palpable en fait. Et c'est ce qui caractérise en fait la pandémie actuelle. Et je rajouterais qu'au-delà des impacts économiques, elle impacte d'autres facettes de notre vie, aussi bien le psychologique, le social. Il y a une résilience formidable quand même dans l'être humain, dans les entreprises, dans les organisations. Et en même temps, j'ai envie de dire que la résilience, oui, elle est présente et on n'a pas le choix. On est obligé d'y faire face pour survivre. La crise rend intelligent, vous croyez? La crise, en fait, ouvre le champ des possibles et fait prendre conscience à l'individu qu'il est adaptable. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt. D'ailleurs, je peux vous citer une phrase que tout le monde connaît, qui avait été dite par Charles Darwin et qui disait que ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes qui survivent, mais bien celles qui savent s'adapter à leur environnement. La situation actuelle est passagère, à votre avis, ou elle va laisser des traces durables? Moi, j'ose espérer qu'elle laisse des traces, dans la mesure où il est intéressant d'en tirer des enseignements. Elle laissera évidemment des traces, dans la mesure où une personne qui a perdu un proche, elle ne dira pas l'inverse, on est bien d'accord. Maintenant, dans le monde économique et dans le monde des entreprises, comme dans toute difficulté, il y a des avancées qui vont avoir lieu, des avancées sociales, sociétales, dans les façons de travailler. Si je prends l'exemple du télétravail, le télétravail a toujours été considéré comme un problème dans beaucoup d'entreprises. Il y a d'ailleurs une charte de télétravail qui devait être mise il y a quelques années partout. Des accords compliqués à négocier, tout ça. Donc on évitait de donner le télétravail la journée du mercredi parce qu'on suspectait que potentiellement une femme garde ses enfants en même temps. Voilà. C'est un point de vue. Dès lors que le travail est fait, bien sûr. Ça c'est une question ensuite de point de vue, on pourrait en débattre pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, si je reprends cette thématique du télétravail qui est formidable, j'ose espérer qu'elle soit démocratisée dans les entreprises, tout en donnant le choix. En fait, aujourd'hui, pourquoi il y a un ras-le-bol, pourquoi il y a des gens, c'est ce que vous disiez au départ, c'est qu'aujourd'hui, c'est la valeur liberté qui est ébranlée. C'est-à-dire quand on fait du télétravail parce qu'on a choisi de le faire, c'est beaucoup plus plaisant de le faire parce qu'on est obligé de le faire. Et donc là, c'est plus une question de télétravail. C'est une question de liberté ébranlée. Comment vous intervenez? À la demande de qui dans une entreprise? Souvent, le dirigeant m'appelle, ou ça peut être le DRH, ça dépend de la problématique. Il m'appelle et il me parle de son contexte, de sa problématique et d'une envie, d'un rêve, d'une ambition. Et il me dit, j'ai besoin d'être challengé, j'ai besoin qu'on me questionne, qu'on me pose les bonnes questions pour pouvoir avancer. La cure dure longtemps? Dans les missions que j'effectue, parce que je suis essentiellement sur des projets de transformation en entreprise, avec les dirigeants que j'accompagne, je suis sur des missions entre 18 mois et 2 ans. Dernière question, comment on peut vous contacter et comment on peut vous joindre?
Vous êtes certainement sur LinkedIn. Voilà, exactement. L'objectif, c'est pas de faire ma publicité. Si, faisons-la. Et le site internet, il y a un site internet. ETF Coaching, donc www.etfcoaching.fr. L'intérêt, c'est d'avoir envie, et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc si on tape le nom de mon entreprise, ETF Coaching, si on tape mon nom, Dalila Guillot, on me trouve sur Google. Facilement. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Marc.